et que vous m'entendez. Bah oui, les deux. Allez, bah c'est parti. Donc, bah déjà, merci je regardais aux quelques 120 courageux et courageuses qui sont encore là, après cette longue journée d'exposé, où du coup, on m'a demandé d'aborder, on va dire, de tropicaliser ou de regarder s'il y avait matière à tropicaliser un peu le discours qui a été tenu aujourd'hui. Vous allez voir que ce que je vais présenter va faire écho à beaucoup de choses qui ont été discutées, en particulier cet après-midi. Alors malheureusement, je ne vous emmènerai pas sur la plage en face du lagon et sous les cocotiers. On va plutôt se tourner pour regarder l'intérieur des terres où se passe la production agricole dans l'outre-mer français, et en se posant la question de savoir si, bah, du coup, est-ce que c'est vraiment différent. On a souvent en tête que ça devrait l'être. Et pour se poser cette question, bah, voilà, j'ai pris, alors c'est un petit peu trivial comme comparaison, mais deux photos de champs de salade, donc de production maraîchère, à gauche à La Réunion et à droite en France métropolitaine dans les Alpes de Haute-Provence. Bon voilà, a priori, comme ça, quand on regarde, bon, clairement, on a l'impression que la différence n'est pas absolument frappante, à part peut-être les cocotiers ou les palmiers au fond de la parcelle à La Réunion. Et je peux déjà vous répondre d'office à la question. Moi, je pense que ce n'est pas non, ce n'est pas si différent que ça. Et donc, les éléments que je vais vous exposer ici sont plutôt de nature à expliquer pourquoi c'est pas si différent et de montrer que finalement, c'est plus une question de spécificité de contexte, mais qui ne sont pas très étroitement liés au fait qu'on soit sous des climats tropicaux. Donc, tout d'abord, par rapport à ça, pour enfoncer un peu le clou, la première chose, je pense qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas parler de l'outre-mer tropical français, mais des outre-mer. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de regarder une distribution spatiale à l'échelle mondiale des climats. Là, vous avez une carte avec les 10 grands climats à l'échelle mondiale. Et si vous regardez la zone tropicale entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, bah, vous voyez qu'en fait, vous avez 6 des 10 climats mondiaux qu'on peut retrouver dans cette zone-là. Donc ça veut déjà dire que quand on parle de climat en zone tropicale, en fait, c'est climat avec un S et au pluriel. Donc il y a une très grande diversité climatique à l'échelle globale. Et quand on représente sur cette carte-là la localisation d'une partie de l'outre-mer tropical français, ben, on voit qu'on est à plein d'endroits différents sur la planète, et notamment que la position par rapport à l'équateur, qui change beaucoup le climat, est très différente entre la Guyane, qui est un climat équatorial, ou quand on est à La Réunion, où on est à la limite d'être subtropical, où donc le climat est assez différent. Et puis quand on est comme à La Réunion ou en Polynésie, perdu au milieu de l'océan, ou au contraire quand on est dans une situation un petit peu plus continentale. Donc tout ça pour dire qu'il y a évidemment une grande diversité climatique globale, mais on va le voir également locale, puisqu'il suffit qu'il y ait par exemple du relief, et on verra dans les exemples que je vais utiliser, pour que le climat change assez profondément. Et donc toute cette diversité climatique, qu'elle soit à une échelle globale ou locale, elle engendre une grande diversité à la fois des types de sols, donc pédologiques, mais également des pratiques agricoles. Donc pour vous parler de ça, je n'ai pas moi-même la connaissance de l'ensemble des situations de l'outre-mer tropical français, donc je vais plutôt parler d'une situation que je connais bien et qui m'apparaît suffisamment contrastée pour permettre de discuter à partir de cet exemple-là de ce qui se passe dans les outre-mer tropicaux français, sans vouloir trop généraliser non plus. Donc cet exemple-là, c'est l'île de la Réunion, où on a donc une diversité climatique extrêmement forte. Donc, vous voyez ici une carte des isogètes, là, de la pluviométrie moyenne annuelle, où on a une pluviométrie qui va d'un climat quasi méditerranéen sur la côte ouest, avec des pluviométries qui ne dépassent pas 500 mm d'eau par an, jusqu'à des pluies, alors je ne vais pas aller jusqu'au maximum, qui vont jusqu'à peu près 10 mètres d'eau par an, mais quand on est au moins dans les zones agricoles, on peut avoir très classiquement 4 à 5 mètres d'eau par an dans les zones les plus à l'est et les plus en altitude, parmi les zones cultivées, sachant qu'on cultive à La Réunion jusqu'à peu près 1500-2000 mètres d'altitude. C'est pareil pour le climat, hein. On peut aller évidemment en bordure de l'île, donc là où il fait le plus chaud dans les bas, jusqu'à 25-30 degrés de température moyenne annuelle, jusque dans les hauts à 1500-2000 mètres d'altitude, où on est plutôt aux alentours de 10 à 15 degrés de température moyenne annuelle. Tout ça, ça a évidemment engendré à l'échelle des temps géologiques une diversité pédologique extrêmement importante sur l'île de la Réunion, qui ne fait, je le rappelle, que 2500 km².
ce qui n'est donc pas très grand. C'est un tout petit département français, relativement au département métropolitain. Et donc, on a 96 unités de milieu qui correspondent en fait à des unités de milieu sont différenciées à la fois par des critères morphologiques et également par évidemment des critères pédologiques. Et enfin, le dernier élément de diversité qui est très important, c'est la diversité agricole. L'île de la Réunion est une île où la production agricole est très développée, à la fois en quantité, mais également en diversité des productions, avec 40 000 hectares de SAU, dont la moitié occupée par la canne à sucre. Donc ça, c'est une spécificité évidemment tropicale pour cette culture-là. Mais on a également à peu près un tiers qui est occupé par des prairies, donc, qui sont support des activités d'élevage, et également un certain nombre, quelques milliers d'hectares, mais qui sont très importants notamment pour la consommation locale et en partie pour l'économie avec des cultures d'exportation, les cultures de diversification, donc des cultures arboricoles. Vous avez ici très belle photo de manguiers, de vergers de manguiers en fleurs, et puis à droite, vous avez une zone de plaine d'altitude où on a une diversification maraîchère importante. La dernière raison pour laquelle l'exemple de la Réunion me semble assez intéressant, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on étudie la thématique des éléments traces dans l'unité dans laquelle je suis sur ce territoire. On va rentrer maintenant dans le contexte de la Réunion sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui a été étudié et qu'est-ce qu'on peut dire du contexte, c'est-à-dire en quoi il est spécifique ou au contraire, en quoi il résonne avec ce qu'on a entendu tout au long de la journée. Donc la première chose, c'est qu'on a une richesse naturelle relativement importante dans certains éléments traces, en l'occurrence en chrome, en nickel principalement, et puis un peu secondairement en cuivre et en zinc. Donc là, vous avez la carte de l'île de la Réunion qui géologiquement peut être scindée en deux parties. La partie nord-ouest qui est issue d'un massif volcanique qui s'appelle le Piton des Lèges, qui est le plus vieux volcan qui est à l'origine de la Réunion. Puis la partie sud-sud-est, qui elle dépend du Piton de la Fournaise, qui est le volcan encore actif, et qui donc est un massif volcanique dont la nature géochimique des roches est un peu différente. Et on voit par exemple sur les concentrations en chrome dans le sol que ça génère des niveaux de concentration très différents pour les sols qui sont développés sur l'un ou l'autre des massifs, avec des concentrations nettement plus importantes pour tous les sols qui dépendent du Piton de la Fournaise. Vous remarquerez également que les concentrations, vous voyez, globalement en moyenne, sont comprises entre 100 et près de 500 mg de chrome par kilogramme, ce qui est très, très, très au-delà des moyennes de chrome total qu'on trouve dans les sols à l'échelle de la planète. Et quand on croise ça avec les teneurs dans les roches, on s'aperçoit justement que ça colle très bien, c'est-à-dire que les roches qu'on peut échantillonner sur le massif du Piton de la Fournaise présentent des concentrations beaucoup plus élevées en chrome, et c'est la même chose pour les trois autres éléments, nickel, cuivre et zinc, dont je vous ai parlé. Donc là, on est bien d'accord qu'il y a l'homme, pour le coup, pour une fois, n'y est absolument pour rien. C'est la nature qui a généré cette richesse naturelle dans ces quatre éléments traces. Mais on a également des contextes de contamination, par exemple dans une petite commune qui s'appelle Le Port, au nord-ouest de l'île, qui est en fait une zone industrielle historique et le port en eau profonde de l'île, où sont livrés tout un tas de denrées dont dépend évidemment l'île, et où l'activité industrielle, où les bus n'étaient qu'une zone industrielle avant de devenir également une ville d'habitation, montre des teneurs en plomb disséminées à l'échelle de l'île qui sont montrées par les points du jaune qui vont du vert clair. Tout va bien quand on a des teneurs égales à un fond géochimique normal en plomb, jusqu'à des teneurs avec les points rouges où on dépasse les 500 mg de plomb par kilogramme. Et là, ça a été clairement démontré que c'était lié aux activités industrielles sur cette ville. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que ces deux contextes-là, à la fois la richesse naturelle pour certains éléments traces et les phénomènes de contamination, donc liés aux activités anthropiques pour d'autres éléments traces, posent des contraintes réglementaires, par exemple pour l'épandage des résidus organiques qui sont sous la législation des déchets, donc les bouts de stations d'épuration et la réutilisation des eaux usées traitées. Donc une des premières thématiques qui a été traitée à La Réunion en lien avec la thématique des éléments traces, c'était de se poser la question, est-ce qu'on est en mesure, pour favoriser une économie circulaire, notamment des résidus organiques, c'est-à-dire leur retour au sol, est-ce qu'on était capable de lever ou pas ces contraintes réglementaires? Donc pour faire ça, ce travail s'est appuyé sur le guide dérogatoire qui a été proposé en 2005 par un ensemble de chercheurs et qui a été coédité par l'ADEME et la PCA, et qui imposait comme critère que quand on dépassait des teneurs pour des raisons naturelles ou pour des raisons de contamination
donc d'origine anthropique, de teneur en éléments traces dans les sols par rapport à la législation. On pouvait malgré tout apporter des déchets, donc soit des bouts d'épuration, soit des eaux usées traitées, à condition de démontrer qu'il y avait une faible mobilité de ces éléments traces et une faible phytodisponibilité de ces éléments traces. Donc le guide en lui-même explique, donne des méthodes pour faire ça, qui reposent sur les choses qui vous ont été présentées aujourd'hui. Donc tout d'abord, les premiers niveaux d'évidence et des extractions chimiques faites évidemment à la paillasse au laboratoire, à partir sur des échantillons de sol récoltés sur le terrain. Ensuite, l'argument évidemment qui est juge de paix correspond à des mesures de phytodisponibilité, donc idéalement faites au champ quand c'est possible. Donc par exemple ici, quand il s'agit de regarder la problématique de la richesse naturelle en chrome, en nickel, en cuivre et en zinc, il y a eu une étude qui a été faite sur le territoire sur la côte est de l'île, en allant échantillonner des sols caniers sur les différents types de sols, les différentes unités de milieu qui étaient représentées et qui sur ce territoire-là et qui étaient les plus représentatives à l'échelle de l'île. Et ont été comparées, par exemple ici, les concentrations dans le jus de canne à sucre de chrome pour les cannes qui ont poussé sur des sols qui étaient inférieurs au seuil réglementaire, dans la réglementation sur les déchets, par rapport à la concentration en chrome dans les jus de canne qui ont été cultivés sur des sols qui dépassaient ce seuil de 150 mg par kg. Et comme on a observé globalement, pour l'ensemble des éléments traces, qu'il n'y avait pas de différence significative, il a été jugé que la phytodisponibilité, malgré la richesse importante des sols, donc dans ces 4 éléments traces, était suffisamment faible pour permettre une dérogation. Le même travail a été fait, mais avec une approche un tout petit peu différente pour le problème de contamination. Donc là, qui portait sur 2 autres éléments qui étaient le plomb et le zinc, où, comme on bénéficiait, quand ça a été fait, des avancées de la connaissance et du développement d'un biotest normalisé pour étudier le transfert sol-plante des éléments traces, donc qui est en l'occurrence le rhizotest, le petit dispositif que vous voyez ici, qui est cultivé en laboratoire, ont été étudiés sur un certain nombre d'échantillons de sol récoltés sur la ville du port, qui étaient soit des échantillons de sol, donc pour les barres en verre qui avaient un fond pédogéochimique, une valeur de plomb total égale au fond pédogéochimique naturel, donc des concentrations très basses, relativement à un ensemble de sols en jaune ici, qui avait des valeurs un peu plus hautes, où il y avait certainement une trace de contamination, mais qui était inférieure au seuil de la réglementation, et ensuite en orange et encore plus en rouge, des sols pour lesquels on dépassait, la contamination dépassait les seuils réglementaires. Et a été mesuré des flux de transfert dans la plante, dans ce système-là, de plomb et de zinc. Et ce qui a été observé, c'est que vous voyez, ça a été dit plusieurs fois dans la journée, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout une augmentation du flux dans la plante qui était directement liée à la concentration totale dans le sol. Au contraire, on a vu que c'était un certain nombre de propriétés liées à la concentration en matière organique, au pH des sols, qui expliquaient que, par exemple, le sol numéro 15, sans rentrer dans les détails de ce sol-là, présentait une phytodisponibilité significativement plus élevée que les autres sols, et qui a amené à proposer que ce site-là soit écarté de la dérogation, alors qu'un ensemble d'autres sites ont été placés, ont pu bénéficier d'une dérogation sur la ville-là, qui devait permettre d'irriguer les sols avec les eaux usées traitées de la station d'épuration de la ville. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce travail-là, qui a été initié dans les années 2000 et début des années 2010, a permis l'obtention d'un certain nombre d'autorisations préfectorales pour l'épandage des bouts de stations d'épuration à l'échelle de l'île et le déblocage d'un certain nombre de projets de réutilisation des eaux usées traitées. Alors, maintenant, une fois qu'on a eu réglé, entre guillemets, cette question-là, c'est poser la question des apports en lien avec les pratiques agricoles, et notamment par les apports de fertilisants, qu'ils soient minéraux ou organiques. Donc, concernant les apports d'engrais minéraux, donc, de manière pas très originale, évidemment, on retrouve, il y a déjà eu un inventaire, en fait, des concentrations en éléments traces dans un certain nombre de fertilisants, donc de manière peu originale, évidemment, dans les engrais phosphatés qui sont importés à La Réunion, on va retrouver des traces de cadmium un peu plus élevées que dans un certain nombre d'autres fertilisants, mais à peine plus élevées que dans un certain nombre de... plus élevées en termes de concentration que dans les matières organiques, mais après en termes de flux d'apport, qui ne sont pas forcément plus importants. Une spécificité un peu plus liée à l'île, mais pas au contexte tropical, c'est une richesse en nickel et en chrome dans les déchets verts ou les composts des déchets verts et dans des cendres de bagasse, qui sont en fait un ensemble de résidus organiques qui contiennent des particules de sol qui,
comme il y a une richesse naturelle en nickel et en chrome, eh ben, joue sur les teneurs en nickel et en chrome et amène ces teneurs à dépasser les seuils réglementaires des normes, notamment sur les normes NFU 44051, je crois, sur les amendements organiques. Et donc, qui pose des problèmes de valorisation de ces amendements organiques, ou quand ce n'est pas un amendement organique pour les cendres de bagasse, bah, évidemment, quand on brûle les cendres de bagasse pour produire de l'énergie sur l'île, qui est des cendres de bagasse de canne à sucre, bah, du coup, on concentre la concentration en nickel et en chrome qui, eux, restent dans les cendres, et du coup, on a des teneurs qui peuvent dépasser les seuils réglementaires et qui ont demandé de faire des dossiers de demande de dérogation auprès de l'ANSES. Et enfin, le dernier fait notable sur les éléments traces sont les concentrations en cuivre et en zinc dans les effluents d'élevage. Vous avez un graphique à droite qui vous montre qu'en particulier dans les lisiers de porc, les composts de lisiers de porc, on avait des teneurs relativement importantes, voire très importantes. Vous voyez, des teneurs jusqu'à 2000 mg de cuivre par kilogramme de matière organique dans certains des effluents d'élevage. Donc la question qui s'est posée, c'est à partir de ça, comment on caractérise l'accumulation dans les sols agricoles de l'île de la Réunion sur lesquels on va apporter ces fertilisants, et comment on évalue, une fois que l'accumulation est caractérisée, le risque écotoxicologique, la santé du sol, et également d'un autre côté, le risque sanitaire, notamment vis-à-vis du transfert dans les végétaux, de la consommation de ces végétaux par la population. Donc sur ce travail-là, le premier travail qui a été fait a été de lancer des essais agronomiques de terrain de longue durée, on va dire de l'ordre de une ou deux décennies, et de coupler ça à des travaux de modélisation pour essayer de prédire les phénomènes d'accumulation, si accumulation il y avait. Donc là, ce qui vous est présenté sur le premier graphique à gauche, c'est la concentration totale de cuivre dans le sol, donc les points, les ronds blancs, c'est les données expérimentales avec évidemment la certitude, et la droite noire avec les deux droites en pointillé, tireté, pardon, correspondent à la modélisation qu'on peut en faire avec un modèle basé très simplement sur des bilans d'entrée-sortie, tels que ce qu'on a pu vous présenter dans différents exposés dans la journée. Donc là, vous voyez, sur 14 cycles de culture, avec d'apport d'engrais minéraux à des doses agronomiques classiques, avec 2 cycles donc, de culture par an, donc sur 7 ans, on ne voit aucune évolution du cuivre dans le sol, et le modèle représente, entre guillemets, bien ça. Par contre, quand on apporte un compost de lisier de porc, donc à des doses, je précise ça parce que ça a son importance, des doses d'apport de 30 à 60 tonnes de matière brute de compost de lisier de porc par hectare et par an, donc là en l'occurrence en 2 apports, on voit des augmentations de la concentration en cuivre totale dans le sol en l'espace de 7 ans, de l'ordre de quand même 15 mg de cuivre par kilogramme de sol. Et c'est relativement bien représenté par le modèle, donc ça semble calé avec ce qu'on est en droit de s'attendre par rapport aux apports. Alors je reviens sur cette dose, où certains derrière leur écran doivent se dire ils y vont à la Réunion pour apporter des doses pareilles de compost. Alors on n'a pas fait ça uniquement parce que on voulait absolument voir des accumulations de cuivre ou de zinc, parce qu'on a vu le même type d'évolution pour le zinc dans les sols. On a fait ça en lien avec des enquêtes sur les pratiques qui ont été faites et qui ont confirmé que ces doses-là étaient moyennes à fortes par rapport à ce qui a été fait. Les doses moyennes d'apport de matière organique sur les sols à La Réunion, en maraîchage, sont de 20 tonnes de matière brute par hectare et par an. Donc c'est à peu près 4 fois ce qui est apporté en France métropolitaine. Donc il y a 2 éléments d'explication à ça. Probablement, il y a certainement un surdosage et un travail à faire sur les doses, mais il y a un deuxième élément qui, lui, est un peu plus spécifique pour le coup au contexte tropical, c'est qu'on est évidemment dans un système où il fait chaud et où il y a une humidité qui est souvent relativement bonne, enfin une quantité d'eau, une pluviométrie qui est bonne, qui permet de faire un nombre de cycles par an très important relativement à ce qui peut se faire en métropole. Et donc, on a une capacité à avoir une certaine intensification au sens écologique du terme des productions, qui fait que du coup, on apporte aussi beaucoup plus de matière organique pour nourrir le système, enfin de fertilisants pour nourrir le système. Et donc, les flux d'apport d'éléments traces associés sont de fait beaucoup plus importants. Donc simplement pour confirmer ça en termes de bilan, de flux d'entrée et de sortie, toujours de manière très, je pense, cohérente avec ce qui a été montré dans plusieurs exposés de la journée, on voit que les flux d'apport de fertilisants organiques se rapprochent du fonds pédogéochimique, du stock, ici le cuivre issu du fonds pédogéochimique, qui a beau être élevé, en fait, quand on vu les quantités de matière organique qui sont apportées sur ces systèmes qui sont assez
intensifié d'un point de vue des apports et des cycles culturaux qui s'enchaînent, et ben en fait, quand on cumule ces apports, ben on finit par augmenter, d'autant plus qu'on voit que l'apport de cuivre par les fertilisants organiques domine très largement, d'une part, les autres entrées, qu'elles soient par les engrais minéraux, où on a même fait l'évaluation de l'entrée par les produits phytosanitaires. Alors, il y avait très peu de cuivre apporté par les produits phytosanitaires, mais il y a quand même des traces qui ont été recherchées. Et ça domine très largement les sorties. J'insiste en particulier sur les sorties par lixiviation, où on pourrait se dire, ah ben, en milieu tropical, on a des pluies. Par exemple, sur le site qui a été étudié ici, la pluviométrie moyenne était de l'ordre de 1200 à 1500 mm d'eau par an, avec un sol qui est bien drainant. Et ben, on n'a pas des niveaux de lixiviation qui sont particulièrement importants. La raison principale à ça, c'est qu'en fait, le sol a une forte réactivité vis-à-vis des éléments traces. Il fixe très bien les éléments traces, globalement, et du coup, les concentrations en solution et donc les transports verticaux et l'évacuation par lixiviation des métaux dans le profil de sol est relativement faible. Voilà, donc si on résume ça, on peut voir que la fertilisation n'engendre pas d'accumulation, je ne vous ai pas montré le résultat, mais je vous le dis, de cadmium, de chrome et de nickel, et que par contre la fertilisation organique génère une accumulation non négligeable, assez significative de cuivre et de zinc. Donc la question qui s'est posée, c'est notamment déjà cette accumulation dans le sol, est-ce que ça peut générer un risque toxicologique? Donc ça fait un écho très direct à ce qu'a présenté Gwenaël Imfeld dans l'exposé précédent. Donc tout d'abord, ça a été évalué à moyen terme, c'est-à-dire à l'échelle de l'essai sur une décennie, où a priori on a eu des risques faibles. Pourquoi? Parce que la disponibilité du cuivre et de zinc, on l'a démontré dans un travail de thèse récent, a été limitée par l'évolution du pH et de la matière organique du sol, en particulier des matières organiques dissoutes dans la solution du sol. Là, je vous montre simplement un résultat où les modalités sans fertilisation, où on avait un pH qui est d'environ 6, 6,5. On a vu le pH avoir tendance à diminuer quand on apporte une fertilisation minérale, typiquement de l'ammonitrate ou de l'urée, et à l'inverse, on a vu une augmentation significative de la fertilisation avec toutes les modalités de fertilisation organique. Et ça s'est traduit que malgré l'accumulation de cuivre et de zinc dans les sols, en faisant des biotests de laboratoire avec des vers de terre prélevés sur les sites locaux, pas des vers de terre, les Zinnia fétida, des vers de compost comme on fait classiquement en écotoxicologie et dont on peut se poser la question de la représentativité en termes de cibles écotoxicologiques par rapport aux vrais vers de terre qu'on a dans des systèmes notamment tropicaux. Et ben, dans ce système-là, ce microcosme de laboratoire, on n'a observé aucune différence significative d'accumulation du cuivre dans ces vers de terre et pas d'effet toxique imputable à la présence de cuivre ou même de zinc. Par contre, à long terme, ce qui a été observé, c'est quand l'accumulation se poursuit, c'est-à-dire si on simule cette accumulation, c'est la ligne noire que vous avez, donc si on reprend l'essai maraîchage qu'on a repris, on a pris les pratiques moyennes d'apport et on a simulé ça sur 100 ans, vous voyez qu'on prend à peu près tous des horizons temporels à peu près similaires, on a des augmentations de concentration, vous voyez qu'on passe d'un peu moins de 100 mg de cuivre par kilogramme de sol à près de 400 mg de cuivre par kilogramme de sol. Et quand on simule avec un outil dont a parlé Aurélia, là, développé par un bureau d'études en Belgique, quand on simule avec l'évolution des propriétés du sol, l'évolution de la PNEC, donc la concentration maximale sans effet, ou considérée sans effet vraisemblable sur un ensemble de cibles écotoxicologiques, sur un ensemble d'organismes du sol, et ben on s'aperçoit que si au début, grâce à l'augmentation du pH et de la matière organique du sol, la PNEC augmente, ben après elle se stabilise parce que le pH et la matière organique ne vont pas augmenter de façon éternelle, et du coup on finit par avoir un dépassement, et l'horizon temporel dans lequel on a ce dépassement est en moyenne de 28 à 30 ans, c'est-à-dire une génération. Ce qui n'est quand même pas énorme, et c'est un peu cohérent avec des chiffres, pour autant que le contexte soit pas le même, avec des chiffres évoqués par Gwenaël Imfeld. Donc, le cuivre et le zinc apportés par les fertilisants organiques pourrait, je dis bien pourrait, altérer la santé du sol à l'horizon de quelques décennies, dans des systèmes assez intensifiés, notamment en système maraîcher. La question qui se pose par rapport à ça, c'est ok, mais alors, ok pour ce risque toxicologique, mais du coup, est-ce que ça génère un risque sanitaire, voire nutritionnel, en lien avec le transfert dans les plantes? Donc là, je garde l'exemple du cuivre, et ce qu'on voit, c'est que les effets des fertilisants organiques, donc vous avez un graphique qui vous montre les concentrations au fur et à mesure des cycles de culture dans les plantes, ici en l'occurrence dans la laitue, soit en gris quand on a les engrais minéraux, soit avec l'apport de 2 fertilisants organiques, donc toujours les mêmes, compost de lisier de porc ou compost de litière de volaille. Et on voit qu'en fait, avec le temps, on n'a pas d'évolution significative dans l'engrais minéral, mais que ces valeurs dans la salade
finissent par devenir significativement supérieures à ce qu'on retrouve comme concentration en cuivre dans les modalités avec apport de fertilisants organiques, où on voit que la concentration diminue. Ce qui peut être lié à la fois à l'effet protecteur, mais également peut-être à un effet de dilution des concentrations, parce qu'on a aussi dans la fertilisation organique un meilleur rendement en moyenne de la laitue et des autres productions végétales qui ont été testées dans cet essai. Donc il y a peut-être un effet de dilution qui a été évoqué par Lionel ce matin. Alors la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il y a un risque du coup toxicologique? Donc pour essayer d'évaluer ça, alors c'est des calculs qui sont très récents, donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, ils doivent plutôt être pris à titre illustratif. On a essayé de comparer donc, pour les 3 modalités de l'essai, la fertilisation minérale, l'apport de composés laitières de volaille et l'apport de composés de lisier de porc, l'exposition qu'il y aurait si les Réunionnais ingéraient en moyenne des légumes qui provenaient de cet essai, et on a essayé de comparer ça à la moyenne française, donnée par exemple dans le rapport de l'ANSES, la EAT2, et également en comparant ça à un seuil toxicologique, alors rapporté à la contribution des légumes à l'apport de cuivre dans la ration alimentaire, et de la même manière un seuil de carence, à une limite nutritionnelle basse. Donc ça fait écho à l'exposé de Christine Coudray ce matin. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est loin avec les valeurs estimées ici, là, même avec les incertitudes des seuils toxiques. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème de toxicité. Mais par contre, on est très limite en termes de seuil de carence. Donc, ça ne veut pas dire que les Réunionnais sont carencés en cuivre et en zinc. On ne peut pas le dire avec ces résultats. Mais qu'en tout cas, par l'alimentation avec les légumes, et d'autant plus qu'il y aura une fertilisation organique qui n'aide pas forcément à ce qu'il y ait une accumulation de cuivre dans les légumes, et on voit la même chose pour le zinc. En tout cas, la contribution de l'apport de cuivre et de zinc par l'alimentation via les végétaux est plus faible qu'elle ne devrait l'être, et elle est un peu limite. Voilà. J'arrive du coup à ma dernière diapositive, où je vais aborder un point qui est un peu spécifique, du coup, à La Réunion, qui a été peu discuté aujourd'hui, qui est le cas du chrome, qui pose des questions, y compris à l'échelle nationale, pas que dans le contexte de La Réunion, où la question s'est posée de la toxicité du chrome, en lien notamment avec la grande question de quelle est la spéciation du chrome. Vous savez peut-être que, en gros, si le chrome est sous forme de chrome 3, il est relativement peu toxique, et les seuils de toxicité sont très élevés. Et à l'inverse, s'il est sous forme de chrome 6, alors il a des effets toxicologiques très forts. Vous voyez, les seuils toxicologiques, on a 1, 2, 3, quasiment 4 ordres de grandeur d'écart entre les 2 seuils toxicologiques donnés par des agences toxicologiques dans le monde. Et si on compare avec les apports, l'exposition via les légumes produits sur l'essai, ben on voit que le problème, c'est qu'en fait, les points sont très, très en dessous du seuil toxicologique du chrome 3. Donc, si c'est du chrome 3 dans les végétaux, pas de souci. Si par contre, pas de chance, c'était du chrome 6, du coup, on est très limite, on est même en tendance au-dessus. Donc, on a travaillé dans le cadre du projet, dans un projet qui est en train de se terminer. On tente de faire des mesures en rayonnement synchrotron à très basse concentration. On a des concentrations de chrome de l'ordre du ppm, voire inférieures au ppm, c'est-à-dire au milligrammes de chrome par kilogramme, des mesures de spéciation du chrome. Donc, le graphique est un peu petit. Simplement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on a fait un certain nombre de mesures avec ce qui a été mesuré dans les végétaux, qui sont les 2 derniers spectres, là, les 2 du bas, là, en bleu et en rouge, indiquerait, il faut qu'on confirme ça, on a demandé un temps de faisceau pour pouvoir retourner au synchrotron et valider ça, confirmerait qu'en fait, dans les végétaux, on a du chrome ni sous forme de chrome 3, ni sous forme de chrome 6, mais sous forme de chrome métal, de chrome 0, qui a priori, du coup, serait une forme qui serait absolument pas toxique. Donc c'est une hypothèse qui reste à confirmer et qui serait un élément de connaissance important, évidemment pour La Réunion, mais plus largement à l'échelle nationale, parce que c'est une vraie question qui se pose à l'échelle nationale sur cette question de l'évaluation de la toxicité du chrome. Donc j'en arrive à mes conclusions et je m'arrêterai là, parce que j'ai déjà été assez long. Donc les milieux tropicaux présentent un certain nombre de particularités, mais clairement ils restent gouvernés par les mêmes processus biophysiques que ce qui se passe en milieu tempéré. De ce point de vue-là, du coup, l'étude sur les outre-mer tropicaux, bien sûr, des études sont nécessaires, sont indispensables. Il y a des éléments de contexte qui nécessitent des études spécifiques, mais par contre, on peut évidemment s'appuyer sur les connaissances acquises en métropole, et j'insiste sur le « et réciproquement, les connaissances, je prends l'exemple de ce que j'ai dit sur le chrome juste avant, les connaissances acquises dans les contextes d'outre-mer tropicaux peuvent alimenter les questionnements métropolitains. Et je terminerai sur
je dirais, un message clé de ce qui me semble ressortir à la fois de ce que je vous ai présenté, mais aussi un peu plus largement de ce qui est discuté aujourd'hui. Une des grosses difficultés avec la problématique du cycle biogéochimique des éléments traces dans les agroécosystèmes, c'est qu'ils sont rarement bien bouclés. C'est-à-dire qu'on a toujours des fuites ou des blocages dans certains compartiments, donc qui génèrent notamment des accumulations de certains éléments traces dans des compartiments comme le sol, avec des questions autour des risques écotoxicologiques que ça peut poser sur les organismes du sol. Et à l'inverse, parfois des transferts, malgré ces accumulations dans certains contaminants, des transferts trop faibles dans d'autres, comme dans la plante, avec potentiellement, alors dans le cas du cadmium c'est l'inverse, mais dans le cas du cuivre et le zinc, vous voyez qu'on peut même se demander si on n'a pas un trop faible transfert dans les végétaux, et avec là non pas un risque sanitaire, mais un risque nutritionnel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu.